Les dernières troupes de l'armée américaine ont quitté l'Irak à l'aube. En 2011, un ingénieur de chez Mozilla a réussi à faire tourner Doom directement dans son navigateur. Comment il a fait? Il a pris le code C, natif du jeu, l'a transpilé en JavaScript via un compilateur maison. Le résultat? Un jeu qui tourne à 20-30 fps, pas de son, mais ça tournait. Et pour l'époque, c'était quand même vachement impressionnant. Mais ça restait un hack. En 2024, quelqu'un a réussi à faire tourner un LLM dans un navigateur. Et pas en mode client-serveur, avec un modèle qui tournerait dans le cloud. Il l'a fait tourner directement dans l'onglet de son navigateur. Sauf que cette fois-ci, c'est pas un hack, c'est une évolution du navigateur. La question qu'on est en droit de se poser, c'est qu'est-ce qui a changé entre les deux? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, et spoiler alert, c'est pas JavaScript qui s'est amélioré. Pour comprendre ce qui a changé, il faut d'abord se poser une question. Pourquoi le navigateur est lent? La réponse, elle est assez simple, c'est JavaScript. Et plus précisément, le fait que JavaScript soit un langage dynamique. Les variables et les fonctions sont résolues à l'exécution, ligne après ligne, par le compilateur just-in-time du navigateur. Le moteur a pas mal d'optimisation dans ses manches pour faire des miracles, mais il souffre d'un handicap structurel qui est le typage dynamique. Une variable peut changer de type en cours d'exécution, ce qui limite énormément les capacités d'optimisation. Donc pour afficher du texte, du web et gérer l'interactivité avec le client, c'est parfait. Mais pour du calcul intensif, comme de la 3D, de l'IA ou du traitement d'image, on se heurte très rapidement à un plafond de verre. Plafond de verre que l'industrie a essayé de casser à plusieurs reprises. Premièrement, en 1995 avec les Java Applets. L'idée était de faire tourner la JVM directement dans le navigateur. Mais la sandbox était trop fermée et les performances décevantes, ce qui a amené Oracle à le tuer en 2017. Deuxième tentative, en 1996, la meilleure de toutes les années, c'est Flash qui est arrivé, racheté par Macromedia à Future Splash. Là c'est différent parce que Flash était performant. On a vu des jeux, des vidéos, des animations interactives, Newsground. Le code ActionScript était compilé en bytecode et exécuté dans une VM maison avec un compilateur just-in-time. Ce n'était pas du code natif, mais il était taillé pour le multimédia, et ça marchait très bien. Son problème, il était propriétaire et il a été vecteur de nombreuses failles, des centaines de vulnérabilités ont été remontées au fil des années. Le 29 avril 2010, Steve Jobs plante un couteau dans le dos de Flash dans une lettre ouverte qui s'appelle Thoughts on Flash. Cette lettre est restée dans les annales et Flash a eu beaucoup de mal à s'en remettre, jusqu'à ce qu'Adobe annonce son arrêt en juillet 2017. Le temps de gérer les compatibilités, sa fin de vie est annoncée le 31 décembre 2020 et tout contenu bloqué côté client le 12 janvier 2021. 25 ans d'animation web éteints dans cette dernière mise à jour silencieuse. Troisième tentative, c'est Google en 2008 qui vient mettre son grain de sel avec NaCl pour Native Client. L'idée, faire tourner du code natif dans Chrome. L'idée est techniquement intéressante, mais elle est 100% orientée Chrome, et Firefox et Safari refusent de se joindre au mouvement. Il n'y a jamais eu de standardisation, et le tout a été déprécié en 2017, remplacé par WebAssembly. Le pattern, il se distingue assez clairement. Chaque tentative a raté pour une raison différente. 3 causes de mort différentes, mais le même résultat, aucun standard qui ne se dégage. Il fallait quelque chose qui règle tout ça à la fois. Et pour ça, il a fallu attendre 2017. Je vous présente WebAssembly, ou WASM pour les intimes. On va commencer par la chose la plus cruciale à comprendre par rapport à WebAssembly. Ce n'est pas un langage de programmation. C'est une cible de compilation. Un format binaire avec des instructions qui sont très proches du code machine, mais qui restent portables. Le même fichier WebAssembly peut tourner sur n'importe quel OS. L'idée est assez simple, vous écrivez votre code en C, en C++, en Rust, en Go, en Zig, peu importe le langage natif que vous voulez utiliser, vous le compilez, et vous obtenez un fichier .wasm, un binaire compact, dense et optimisé pour être exécuté sur le navigateur. Durant cette exécution, le navigateur le compile en code machine et l'exécute. Il n'y a aucune devinette sur les types, comme on peut la voir en JavaScript. Tous les usages sont gravés dans le binaire.
Maintenant vous allez me dire, oui mais Flash aussi, il avait une VM avec un compilateur just-in-time, qu'est-ce qui est fondamentalement différent? La différence critique, c'est la vérification statique avant l'exécution. Dans le cas de Flash Player, il reçoit un SWF, il le charge et il le lance. Sa VM va découvrir le code au fur et à mesure de l'exécution, ligne après ligne. Et c'est là que le code malveillant peut se révéler au runtime et altérer la mémoire du processus. C'est aussi pour ça que Flash était une vraie mine d'or pour les exploits et les vulnérabilités en tout genre. Dans le cadre de WebAssembly, avant la première instruction, il y a une passe de validation complète réalisée par le navigateur. Chaque accès mémoire est vérifié dans sa zone allouée. Chaque appel de fonction est vérifié en fonction de la signature qui est déclarée, et aucun saut vers une adresse arbitraire n'est permise. Si je donne un exemple concret, si on tente d'accéder à l'adresse 0x0 depuis un module WebAssembly, le browser, il le sait avant même de démarrer l'exécution. Et il peut refuser le module, tout simplement. Il n'y a pas de crash, mais il n'y a pas d'exploit. C'est un refus pur et simple. Et c'est justement ce point-là qui a convaincu Firefox, Safari et Edge d'adopter WebAssembly. Parce que c'est pas un petit plugin propriétaire fourni par Google à qui on doit faire confiance. C'est un format dont on peut prouver formellement toutes les propriétés de sécurité qui nous intéressent. Et vous imaginez un peu la scène, hein. On a réussi à mettre Mozilla, Apple, Microsoft et Google dans la même salle et ils ont abouti à un consensus en 2017. Flash n'a jamais obtenu ça, NaCl non plus. Et même pour HTML5, on met des années à réussir à harmoniser les spécifications entre les différents navigateurs. Maintenant vous allez me demander, est-ce que c'est performant? Quelques petits exemples. Adobe a porté son logiciel d'édition photo, Photoshop, sur le web en utilisant WebAssembly transpilé via Emscripten. Ils sont partis de leur code base C++ qui existait déjà, vous pouvez compter des millions de lignes de code, et ils l'ont compilé directement, sans aucune réécriture. Ils ont ouvert une bêta publique en 2021. Sur certains filtres critiques, l'ajout des instructions SIMD dans WebAssembly donne des accélérations d'un facteur 3 à 4 en moyenne, et jusqu'à 80 à 160 sur des opérations spécifiques. Figma, le logiciel de maquettage, a aussi migré son moteur de rendu vers WebAssembly, en divisant par 3 le temps de chargement. Ce que WebAssembly n'est pas. Ce n'est pas un remplacement de JavaScript, JS reste là, mais permet d'appeler du WebAssembly pour faire des calculs. Ce n'est pas une VM comme la JVM, il n'y a pas d'objet natif ni de garbage collector. Et il n'est pas aussi rapide que du code natif dans tous les cas. Il y a toujours un coût à cause de la sandbox, mais ce coût peut être un parti pris intéressant en fonction de ce que vous cherchez à faire. Si je tente une métaphore, on peut voir WebAssembly comme un sous-traitant spécialisé. JS, c'est le chef de chantier. Il gère la UI, les événements, la logique métier. Mais les tâches lourdes, il délègue le travail à WebAssembly, qui est capable de le faire bien mieux, bien plus vite, et de rendre le résultat à JavaScript pour qu'il puisse continuer de faire des choses. Bon, grâce à WebAssembly, on a réglé le problème des calculs lourds sur CPU. On est capable maintenant de faire du calcul natif dans le navigateur. Mais il nous reste un problème, et un gros. C'est le GPU. Jusqu'en 2023, le GPU était inaccessible pour du calcul depuis le navigateur. Sauf pour la 3D. On avait une API, WebGL, qui existait, mais qui était vraiment spécialisée pour le rendu 3D. WebGL, c'est une traduction d'OpenGL ES, une API des années 90 qui est conçue pour dessiner des pixels. Pas pour calculer, et encore moins pour faire du machine learning. WebGPU, c'est autre chose. C'est une API qui a été construite directement au-dessus des API modernes, comme Metal sur Apple, Vulkan sur Linux et Android, et Direct3D 12 pour Windows. C'est une rupture par rapport à ce qu'on faisait avant. Sur Chrome, il est activé par défaut depuis avril 2023, plus précisément depuis fin 2025, les 4 navigateurs majeurs supportent maintenant WebGPU. On est passé d'une API expérimentale à « t'inquiète frère », en moins de 2 ans, ce qui franchement impose le respect. On va parler de Compute Shader. Mais pour comprendre ce que ça change, on va revenir très rapidement aux bases. Alors on en a discuté sur la dernière vidéo sur Docker, mais qu'est-ce que c'est un programme? C'est l'application d'un algorithme, écrit dans un langage de programmation qui va manipuler de la mémoire et produire un résultat.
Mais le point crucial qu'on oublie, parce que ça peut paraître évident pour tout le monde, mais un programme, ça tourne sur le CPU, sur le processeur. Toujours. Toujours, sauf pour les compute shaders. Un compute shader, c'est un programme, mais qui va tourner sur le GPU, sur votre carte graphique. Et pas forcément pour dessiner des pixels du coup, mais pour calculer des choses. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour produire un résultat. La différence, c'est une question d'architecture fondamentale. Je me permets une petite métaphore. On peut comparer votre CPU à une Ferrari. Elle a des cœurs hyper puissants, faits pour des choses très complexes, qu'il est capable d'exécuter très vite et dans l'ordre. Par exemple, pour gagner les 24 heures du Mans, une Ferrari c'est nickel. Le GPU, on peut le voir comme une flotte de scooters. Des milliers de cœurs, chacun bien moins puissant qu'un cœur CPU, mais qui sont tous disponibles en même temps. Si jamais vous essayez de livrer des pizzas à Paris pendant l'heure de pointe, les scooters, ils écrasent la Ferrari. Et pas parce qu'ils vont plus vite, mais juste parce qu'ils sont capables d'être partout, simultanément. Les problèmes se divisent en deux catégories. Il y a les courses du Mans d'un côté, et les livraisons de pizza de l'autre. Et le rendu 3D, le machine learning et la simulation physique, c'est des livraisons de pizza. Elles consistent en des millions d'opérations identiques en parallèle sur des données indépendantes. Et le GPU, il est conçu pour ça. Ce genre de problème, il le bouffe au petit-déj. Et le CPU à côté, il a aucune chance. Avec WebGPU, le navigateur peut maintenant calculer des choses, peu importe ce que vous voulez, directement avec la carte graphique. On va partir sur quelque chose de concret, une simulation à n corps ou n body. N particules qu'on place dans un espace et qui sont toutes soumises à la gravité. Chaque particule attire toutes les autres en fonction de sa masse, comme des étoiles dans une galaxie. 2 mots avant de coder. Complexité algorithmique. Et là, je viens de mettre en PLS tous les étudiants en informatique. Tous les algos ne se valent pas. Certains sont rapides sur des petits jeux de données, mais explosent sur des grands. La complexité, c'est une façon de quantifier ça. Une façon de pouvoir dire, en fonction de la taille des données d'entrée, combien d'opérations mon algo va-t-il faire. Si je prends un exemple simple, une liste de n éléments, et je veux trouver le minimum. Je parcours chaque élément une fois, je le compare à un minimum local, n éléments, n opérations. On parle d'une complexité en O de n, qu'on dit donc linéaire. Si on double la taille de la liste, on double le nombre d'opérations. Dans le cas de notre simulation n-body, on a n particules, et pour chaque particule, on regarde les n moins une autre. N fois n, on est en O de n carré. 1000 particules, ça donne 1 million d'opérations par frame. 10 000 particules, ça donne 100 millions d'opérations par frame. C'est ce qu'on appelle une complexité quadratique. C'est aussi ce qu'on appelle un vrai bordel. Le code de cette démonstration est disponible sur GitHub, lien dans la description. Je vous ai préparé une petite visualisation pour comparer d'un côté JavaScript et de l'autre WebGPU. Si on commence par JavaScript, d'un côté, donc on a un ensemble de fonctions qui vont se dérouler dans la méthode loop. Dans la méthode loop, qui va être appelée à chacune des frames, on fait deux choses. On calcule la partie physique avec la méthode step, et on calcule le rendu, et on fait l'affichage des particules avec la méthode draw. Si on va dans la méthode step, on retrouve notre double boucle. Pour chacune de nos particules, on récupère les positions, etc. Et pour chacune des autres particules, on calcule les distances, on calcule le facteur de force, on applique le facteur de force et on le stocke. Et ensuite, on a une deuxième boucle pour chacune des particules pour appliquer, faire ce qu'on appelle l'intégration de ces positions. Pour la partie GPU, on voit que ça parle de buffer, de bind group, etc. Tout ça, c'est du code qui permet d'appeler nos shaders. Sauf que nos shaders sont pas écrits en JavaScript. Ils sont écrits dans un langage particulier, qui est le WGSL. Si on regarde le fichier physics.wgsl, félicitations, c'est votre premier compute shader. Donc la structure est un petit peu austère, mais restez avec moi. On a une méthode main ici, qui est définie comme étant un compute shader, avec un workgroup de taille 64. Globalement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va pouvoir traiter 64 particules en parallèle au sein d'un workgroup, qui est une structure propre à WebGPU. Cette méthode main, elle a des variables, etc. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est que on ne voit qu'une seule boucle for, ici.
Et cette boucle for, c'est celle qui itère sur toutes les autres particules pour récupérer la distance, calculer le facteur de force, etc. Comment on sait sur quelle particule on est actuellement? Et c'est là où c'est super intéressant, parce qu'on peut l'avoir ici à partir de la variable global id, et on peut récupérer le global id.x pour avoir l'index de la particule courante. Parce que oui, quand on écrit en JavaScript de façon séquentielle, on est dans une première boucle for, et chaque itération nous donne la prochaine particule. Là, il n'y a pas vraiment d'itération, parce que tout tourne en parallèle, et en fait, on n'a pas de notion d'ordre, on ne sait pas quelle particule sera traitée en première. Donc, pour récupérer quel est l'index courant de la particule au sein d'une exécution de ce shader, on peut utiliser la variable globale pour récupérer cet index. Tout le reste, c'est la même chose. On passe à la démo? Sur votre gauche, la version JavaScript, sur votre droite, la version GPU, et en bas, vous avez des contrôles qui vous permettent de manipuler le nombre de particules pour l'un et l'autre, le facteur de gravité, et un facteur d'atténuation qui permet d'éviter de faire des divisions très petites quand les distances sont très courtes. Et on peut monter facilement à plusieurs milliers de particules en JavaScript. On voit quand même à partir de 2000, le FPS commence un peu à faire la tête. On n'est que à 50, puis 40. Donc voilà, on pourra difficilement dépasser les 4000 particules et maintenir un framerate agréable pour l'utilisateur. Ok, bon là c'est inutilisable. Si on passe maintenant à la version WebGPU, on voit déjà que les paliers, c'est pas par centaines, mais c'est par milliers. Ça donne déjà une idée de la performance de la chose. Et pour le moment, écoutez, on monte à 25 000, 25 000, 30 000. Le FPS, il est toujours solide, toujours à 60 FPS. Alors par contre, oui, effectivement, vu le nombre de particules, ma simulation n'est pas très stable. Il y a des moyens de la rendre stable, mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Ah, voilà, à partir de 43 000, on commence à avoir... allez, on va dire à partir entre 45 000 et 50 000, on commence enfin à avoir des problèmes de FPS. Mais bon, le facteur, c'est un facteur 10 quand même. Donc il faut garder ça en tête. WebGPU gagne cette manche. Séparément, WebAssembly et WebGPU sont déjà très impressionnants. Mais ensemble, ils ont permis quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. Le fait de porter des applications entières sur le web. On est capable maintenant de partir d'applications natives, complexes, avec des millions de lignes de code, à quelque chose qui tourne dans votre navigateur sans aucune réécriture et sans compromis majeur. On l'a vu avec Google Earth, qui a sorti une version web, ou alors le logiciel de 3D industriel AutoCAD, qui maintenant peut tourner dans le navigateur. Depuis 2018, Unity exporte directement en WebAssembly des moteurs de jeu complets, et pas juste des prototypes. Toutes ces informations nous amènent à la question qu'on ne peut plus esquiver maintenant. Si le navigateur peut faire tourner Photoshop, faire du machine learning, faire tourner un moteur de jeu complet, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Est-ce que la distinction entre application native d'un côté et application web de l'autre, est-ce qu'elle a encore un sens en 2026? Personnellement, je ne pense pas, et j'ai un peu l'impression que la limite s'efface de jour en jour. Il y a une thèse assez provocatrice dans la communauté, qui tourne depuis déjà pas mal d'années maintenant. Le navigateur est devenu un OS, un système d'exploitation avec une runtime universelle, sandboxée, qui tourne sur n'importe quelle machine. Alors pour les puristes, la réponse est non, parce que Chrome délègue toujours ses exécutions au véritable système d'exploitation pour la mémoire, pour les drivers, etc. C'est ce qu'on appellerait un meta-runtime, et pas un système d'exploitation. Techniquement, ils ont raison, mais WebAssembly et WebGPU sont des arguments assez solides pour le camp d'en face. Avant leur arrivée, le débat était principalement théorique, mais maintenant, Photoshop tourne dans un onglet de votre navigateur. Ce qui est assez ironique, parce que c'est exactement ce que Chrome OS vendait il y a 10 ans. À l'époque, tout le monde s'est moqué d'eux. Ils avaient juste 10 ans d'avance. Vous commencez à me connaître maintenant. 3 points pour terminer la vidéo. Si jamais vous voulez tester maintenant, vous pouvez déjà vérifier la compatibilité avec WebGPU. Pour ce faire, dans Chrome, vous pouvez ouvrir cette URL, chrome://gpu, dans votre navigateur. Si vous cherchez la ligne WebGPU, et si vous voyez que c'est activé, vous êtes prêt.
Vous avez ensuite le Tour of WGSL, qui est un site interactif directement dans le navigateur et qui vous donne des astuces sur comment écrire vos premiers compute shaders sans aucun setup. Côté WebAssembly, si jamais vous veniez du C et du C++, vous avez Emscripten. Si vous préférez Rust, vous avez WASM-Pack qui vous permet de transpiler vos premiers codes natifs. Vous pouvez envisager un Hello World en moins d'1 heure. Et si vous voulez voir la bête en action, il y a ce site, WebLLM, qui vous permet de faire tourner un LLM complet dans votre navigateur sans aucun cloud activé. Il vous suffit juste de WebGPU, tout tourne en local et vous êtes tranquille. Cette vidéo fait partie d'une trilogie autour de la 3D en informatique, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. La prochaine vidéo, on va essayer de construire une image 3D from scratch en utilisant WebGPU, vertex par vertex, pixel par pixel, et on va voir pourquoi afficher un simple cube, ça reste un miracle d'ingénierie et qui tourne 60 fois par seconde sur votre machine. C'était Alex de la chaîne Pastèque, et sur ce, je retourne trier mes onglets. A plus!